Bonjour tout le monde. L'audience est donc ouverte. Faut-il imposer des quotas en France pour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes? Voilà le sujet appelé aujourd'hui à la barre de ce tribunal. J'aimerais pouvoir affirmer en France, pays des droits de l'homme, que cette question n'a plus lieu d'être. Pourtant, cette question se pose toujours. Les Français et les Françaises semblent très divisés pour y répondre, selon leur génération d'appartenance, leur expérience professionnelle ou encore leur âge. Tous n'y répondent pas de la même manière. Au regard de l'histoire, ce qui a beaucoup fait pour l'égalité, n'est-ce pas les guerres? Dit autrement, le vide laissé par les hommes morts, les prisonniers, tant dans la vie sociale que dans la vie économique. Ce vide a été occupé par des femmes. Des quotas factuels, donc, en partie éphémères, qui sont aujourd'hui relayés par des quotas juridiques. Mettre en place des contraintes légales a été une solution pour prétendre à la parité. Si ce principe des quotas ne permet pas directement d'aboutir et d'obtenir l'égalité, est-il un outil de rattrapage nécessaire ou au contraire, le quota est-il en rupture avec le principe républicain d'égalité? Le droit français cherche à promouvoir cette parité. La mise en place des quotas en politique a permis de parvenir à la parité effective, objectif qui est toujours en cours pour les conseils d'administration des entreprises ou encore au sein de la fonction publique. Les chiffres sont pourtant éloquents, puisqu'en 2020, la France ne se situe qu'au 15e rang de l'indice global des disparités entre les sexes, indice publié par le Forum économique mondial qui mesure chaque année le chemin parcouru par les pays pour réduire ces inégalités. Il était légitime de se demander si le chemin reste encore long pour parvenir à une telle égalité hommes-femmes en France. Les femmes ont-elles réellement besoin des quotas pour atteindre des postes clés ou au contraire, cette mesure n'a-t-elle pas pour effet de fragiliser leur position déjà acquise? Tout le monde se rappelle la Françoise Giroud qui disait que la femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignera une femme incompétente. Si cette formule fait sourire, son ironie ne nous empêche pas de nous interroger. Peut-on atteindre l'égalité grâce aux quotas? Pour répondre à cette question, deux de nos éminents avocats plaideront chacun à leur tour pour et contre le fait d'imposer les quotas. Madame la présidente du Conseil national des barreaux, Christiane Ferral-Schul, ancienne bâtonnière du barreau de Paris, plaidera pour l'affirmative, tandis que maître Christian Saint-Palais, président de l'Association des avocats pénalistes, plaidera pour la négative. Le temps de parole de chacun des avocats sera de 12 minutes environ. Maître Saint-Palais, vous avez la parole pour défendre la négative. Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes, avant de vous exposer les réserves qui sont les miennes sur la volonté d'instaurer des quotas dans la perspective d'installer l'égalité entre les hommes et les femmes, laissez-moi d'abord vous dire que je partage, Madame la Présidente, le constat que vous venez de faire et que je crois avoir, face à ce constat de la difficile accession des femmes aux postes supérieurs, la même réaction que vous, bien sûr. Bien sûr qu'il n'est pas admissible que celles qui représentent la moitié de la population, et notamment sur le territoire européen, qui prône l'égalité depuis son traité fondateur, bien sûr qu'il n'est pas normal que cette moitié de la population soit ainsi discriminée et que nous ne pouvons pas accepter non plus qu'aujourd'hui encore, à peu près 15% des sièges d'administrateurs des sociétés cotées en bourse soient occupés par des femmes. Bien sûr, comme vous l'avez dit, ce constat mérite une mobilisation particulière. Et je constate d'ailleurs que les organisatrices et vous-même, mesdames,
vous avez usé de la parité en m'invitant à compléter ce plateau, 2 femmes, 1 homme, et j'ai bien vu que vous aviez d'ailleurs bien choisi le sujet que vous m'aviez, dont le traitement m'était dévolu, en devant cette Assemblée, qui n'y est pas, et je crus comprendre, fort favorable, prôner les réserves que je devais expliciter par rapport à l'installation des quotas. Parce que les quotas sont à la mode. Les quotas sont à la mode et il y a dans cette proposition, bien sûr, un soupçon de modernité. J'ai apprécié l'élégance, Madame la Présidente, lorsque vous rappeliez que selon l'âge de certains, on était peu sensible à l'installation des quotas. C'est moi qui vais soutenir cette thèse et je vous remercie d'avoir rappelé mon état civil qui, effectivement, me place peut-être au-dessus de tout le monde. Les quotas sont à la mode, vous affichez une certaine modernité, puis-je m'autoriser à vous démentir quand même sur ce terrain? Bien sûr qu'on veut installer des quotas partout, dans les partis politiques, dans les entreprises, dans les universités, dans certains pays, et désormais, nous l'avons appris tout récemment, dans le cinéma. Est-ce que, Madame la Présidente, nous qui sommes des défenseurs de la liberté, des libertés, est-ce que cette mesure autoritaire d'imposer, dans le domaine de l'art, là où si la liberté doit se nicher, in fine, c'est là qu'il se trouvera la liberté. Est-ce que cela ne vous étonne pas et ne commence pas à vous inquiéter que dans le domaine de la production des films désormais, on envisage des quotas, que cela représente les femmes ou même les hommes selon leur orientation sexuelle? Et d'ailleurs, est-ce que si j'anticipe un peu sur ce qui sera, Madame la Présidente, votre développement, est-ce que je n'entends pas déjà les réserves que vous ferez en disant « mais on peut le faire à titre transitoire » parce que les défenseurs des quotas, très souvent, nous disent « c'est juste pour un petit moment, juste pour l'électrochoc », mais en le disant, et si vous repreniez cette idée, c'est que vous en mesurez vous aussi la limite. D'abord, ce n'est pas une idée moderne. Ce n'est pas une idée moderne parce qu'elle n'est pas tout à fait nouvelle. Nous avons le souvenir du combat de Gisèle Halimi. En 1981, elle venait d'être élue députée et sa première préoccupation a été d'installer un maximum de 75% de représentation d'un même sexe sur les listes municipales. La loi a été votée. Le Conseil constitutionnel, qui ne connaissait guère la parité à ce moment-là, l'a censurée. Et donc nous avons attendu un peu plus longtemps et c'est 2011 nous concernant que est marqué le premier jalon important avec la loi Copé-Zimmermann, mais pour les entreprises, le seuil de 20%, devenu 40% en 2014, le seuil de 20% pour les entreprises faisant un chiffre d'affaires de 50 millions et ayant plus de 500 employés. Donc déjà 2011, la Norvège, que nous observons souvent comme un modèle pour l'égalité des femmes, la Norvège, déjà en 2003, avait fixé des seuils de représentation à hauteur de 40% dans les conseils d'administration. Est-ce que ça marche? Ça marche. Ça marche. Si on regarde les chiffres en Norvège, 10 ans après, ils étaient passés dans les CA des sociétés de 7% de représentation féminine à 40,5% en 10 ans. Alors on a dit ça marche. Parce qu'avec les statistiques, on peut tout faire marcher. Est-ce que je peux m'autoriser, Madame la Présidente, avant que vous interveniez, de vous inviter quand même à la réflexion sur cette observation de Mark Twain? Vous vous souvenez ce qu'il disait des mensonges? Il y a 3 catégories de mensonges. Il y a les mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Et avec les statistiques, bien sûr, on faisait dire beaucoup sur le pays de la Norvège, en occultant le fait qu'il n'y avait quand même que 15% de directeurs généraux femmes et 6% des femmes dans les sociétés cotées en bourse. Certes, en Norvège, les femmes occupent beaucoup de place en politique, mais la question que nous devons nous poser, est-ce que les femmes, lorsqu'on leur octroie la place dans les partis politiques, exercent-elles vraiment le pouvoir dans ces pays nordiques où le pouvoir se trouvait souvent dans le milieu de l'entreprise? Donc, gardons-nous des chiffres. Vous nous direz peut-être que grâce aux quotas, beaucoup de maires sont désormais des femmes dans les communes. C'est vrai, vous n'avez pas tort de le souligner si vous voulez le souligner. Mais je m'autorise à vous dire que les pouvoirs désormais dans nos territoires ont quitté le niveau local de la mairie
pour rejoindre le niveau des communautés d'agglomération, où là, les hommes confisquent encore le pouvoir et vous laissent chanter votre refrain selon lequel les quotas ont permis une meilleure représentation des femmes. Et vous invitez, ce faisant, à baisser la garde et à renoncer à ce qui doit être notre mobilisation. Vous rappeliez, Madame la Présidente, à l'instant, la phrase de Françoise Giroud, selon laquelle les femmes seraient égales aux hommes, effectivement, lorsque on nommerait à un pouvoir important, on désignerait une femme incompétente. La formule, ciselée comme savait le faire Françoise Giroud, est cruelle pour le système passé ou encore actuel, mais si elle tient lieu pour vous de programme d'avenir, alors permettez-moi de vous dire que c'est assez inquiétant. Parce que remplacer des incompétents par des incompétentes, ça ne peut pas être un vrai programme. Et remplacer des incompétents par des incompétentes, pardon, Madame la Présidente, mais c'est là où nous allons inéluctablement par l'instauration des quotas. Je m'explique. D'abord, vous qui êtes une grande humaniste, et je le disais tout à l'heure, qui défendait les libertés, je suis surpris que vous envisagiez de combattre une injustice en créant une autre. Pour atteindre les seuils planchers de représentation féminine qui seraient instaurés par des quotas, il faut être au moment de leur application indifférent au sort des autres impétrants qui seraient aussi compétents que les femmes rentrant dans le quota, qui seraient aussi méritants, mais qui seraient écartés simplement au motif qu'ils avaient fait une erreur de genre. Vous proposez en réalité qu'à l'entrée des postes de pouvoir, où il est écrit « entrée réservée aux hommes », vous proposez de retourner la pancarte et d'écrire « entrée désormais réservée aux femmes ». Eh bien, Madame la Présidente, je dois vous dire que c'est un drôle de combat contre les discriminations que d'en créer d'autres. Moi, je vous dis, je veux que le poste de responsabilité soit ouvert à tous, hommes et femmes, selon leurs compétences, et tout de suite. Oui, je sais que cet argument, cette objection, est présentée comme une antienne qui est psalmodiée par de vieux ringards. Voyez, on revient au vieux, Madame la Présidente, vous aviez raison de m'annoncer ainsi. Mais c'est parce que je voudrais ne pas parler que de chiffres. Et nous qui sommes avocats, nous savons ce que c'est que de s'intéresser à la vie de chacun de ceux qui s'approchent de nous pour défendre leurs intérêts personnels. Et oui, pardon de vous dire, que je pense à ces hommes, à ces jeunes garçons, qui n'auront pas ménagé leur effort, qui parfois auront surmonté beaucoup d'obstacles selon la classe sociale dont ils viendront, par exemple, qui n'auront pas eu, c'est vrai, à surmonter les obstacles que des femmes, par leur sexe, ont eu à surmonter, mais des hommes qui auront eu un parcours aussi méritant et qui se verront fermer l'accès à un poste pour lequel ils seraient compétents par l'application brutale d'une règle arithmétique qui fait fi de leurs compétences. Oui, je vous le dis, la poursuite d'un objectif noble, qui est le mien aussi. Cette poursuite-là n'autorise pas à user de méthodes discriminantes et méprisantes pour autrui. Rechercher l'égalité, la construire, ça n'autorise pas à écraser autrui en s'abritant en bonne conscience sur un principe que j'entends souvent. Attendez, les femmes ont été jusqu'ici victimes de suffisamment d'injustices pour que finalement on puisse en créer d'autres. Et ce jeune qui se présentera à un poste de responsabilité après un parcours méritant, finalement, on pourrait bien l'écarter pour la faute de son père. Bien, Madame la Présidente, pardonnez-moi, à mon humble niveau, mais de vous dire que pour la robe que nous portons, il serait bien étrange de sanctionner pour la faute d'autrui. Je vous disais que c'était mépriser les intérêts particuliers, les parcours individuels, mais je crois que l'instauration de quotas sur le seul critère du sexe au mépris de la compétence
eh bien je crois que c'est une atteinte aussi à l'intérêt général, puisque nous avons besoin non pas de nommer des personnes en raison de leur sexe, et je pense non plus en raison de la couleur, mais nous avons besoin de les nommer pour l'intérêt général, exclusivement en raison de leur talent. Et je vous invite à prendre garde aux effets pervers de telles mesures, parce que ceux qui sont en place auront beau jeu de sélectionner pour remplir les quotas et pour afficher le grand combat qu'ils mènent pour l'égalité, et pour que vous véhiculiez ensuite que nous avons atteint par les statistiques l'objectif qui était fixé. Ils auront beau jeu de fixer des collaborateurs, des associés, des directeurs, pour participer avec eux au conseil d'administration, par exemple, des personnes falottes qui répondront aux critères du sexe. Il en existe aussi chez les femmes. Et c'est donc un effet pervers, et c'est en écrivant, en pensant à cette observation, que je m'interrogeais, je ne vous le cache pas, sur votre choix qui s'était porté sur moi pour apporter la contradiction. Mais je passe sur cette inquiétude. Je veux vous dire que Madame la Présidente m'invite à aller plus vite. Ce que je regrette, Madame la Présidente, c'est aussi que vous priviez tous nos jeunes de figures inspiratrices. Je ne veux pas que l'on sape le travail des femmes qui accèdent au pouvoir et qui l'exercent en prétendant qu'elles ne bénéficient de ce poste que par le sexe. Vous êtes, Madame, l'incarnation, je crois, de la réussite dans un milieu professionnel qui n'est pas très favorable à l'épanouissement des femmes. La première femme qui a prêté serment, c'était en 1900. La première femme bâtonnière de Paris en 1997. Vous êtes, Madame, la première à diriger le CNB. Vous êtes, pour des jeunes confrères et des moins jeunes, une figure inspirante. Et vous l'êtes simplement par l'exercice du pouvoir, et vous avez privé par votre parcours, qui est un parcours de réussite, vous avez privé les contempteurs de l'égalité de l'argument selon lequel vous auriez été placé simplement parce que vous étiez une femme. Et ça, je tiens à ce que nous le conservions. Je dirige une association qui est une association de pénalistes. J'ai accédé à cette présidence après qu'elle a été occupée 6 années par une femme, dans un milieu où nous n'avons pas su trouver l'équivalent de ténor. Nous valorisons les hommes de cette profession en les appelant ténors, et nous n'avons pas su trouver un équivalent féminin, ce qui signifie que nous ne sommes pas forcément très favorables de prime abord aux femmes. Eh bien, dans cette association des avocats pénalistes, après qu'elle a été présidée par une femme pendant 6 ans, au dernier renouvellement, sans quota, simplement par l'effort personnel et la preuve du talent de chacun, sur 12 membres du conseil d'administration, du comité directeur, 8 femmes ont été élues. Non, il n'y a pas forcément besoin de quotas, mais cela prend bien sûr du temps. Alors, puisqu'il me faut conclure, je veux vous dire pour ma part que je me crois plus ambitieux que vous, finalement, qui venez défendre les quotas. Je parle bien sûr d'idéal, qui n'est pas exclusif de pragmatisme. Je parle d'idéal, je veux que l'égalité soit pour tous. L'égalité des sexes, c'est pour l'égalité des deux sexes. Je ne veux pas que l'on oublie, dans notre militantisme, dans notre combat, dans la construction de notre société, tous ces jeunes qui ont des parcours aussi difficiles que les femmes pour accéder aux fonctions supérieures et qui ont un parcours difficile soit parce qu'ils ont une couleur de peau qui n'est pas celle du groupe dominant, soit parce qu'ils ont une orientation sexuelle et qu'il leur vaut des difficultés pour accéder aux postes supérieurs, soit parce qu'ils sont de classe sociale défavorisée, qui ne leur permet pas d'accéder à ces postes-là. Je veux que l'on se repose sur les enseignants. J'ai été enseignant pendant quelques années. Je n'ai jamais rencontré un seul enseignant qui ne soit pas obsédé par l'épanouissement individuel de chacun des élèves ou étudiants dont il a la charge. Nous avons un vivier permettant d'abord de permettre à des jeunes de réaliser leurs rêves et surtout permettant à des jeunes d'avoir des rêves. Madame la Présidente, je vous laisse la parole pour me porter la contradiction, mais je vous redis que je considère qu'il faut voir loin et qu'il faut ancrer profond, que les quotas qui ont déjà existé, c'est déjà une tentative ancienne. Je n'en nie pas d'ailleurs les effets positifs, mais je crois qu'il ne faut pas que vous nous fassiez baisser la garde. Il faut que nous construisions ensemble une société plus égalitaire à l'égard de tous, femmes et hommes, mais en favorisant la liberté, parce que je crois que c'est sur la liberté que peut germer l'égalité des hommes et des femmes, et une égalité dont nous serons vraiment fiers.
Merci, Madame la Présidente. Mon cher confrère, de quoi parlez-vous? De quoi devons-nous parler? D'égalité, d'égalité réelle. Madame la Présidente l'a rappelé tout à l'heure, rappelez-vous ce trait d'esprit, de clairvoyance même, de Françoise Giroud. La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Le jour où, comme les hommes, les femmes auront droit à la reconnaissance malgré leur incompétence. Alors là, nous n'aurons plus besoin de quotas. Mais ce droit à l'incompétence, personne ne nous le reconnaît. Il faut être ultra compétente pour être sélectionnée, pour être recrutée, pour être cooptée, pour être investie par ceux qui savent, par ceux qui dictent le niveau de compétence qu'il faut avoir. Oui, parce que les femmes n'ont pas droit à l'incompétence, elles ont droit au quota. Et c'est vrai en politique, c'est vrai dans les conseils d'administration, c'est vrai dans la fonction publique. Alors oui, les quotas de femmes sont de fait un antidote à l'incompétence possible des hommes nommés ou élus à une fonction publique. Les quotas sont donc bons pour les femmes, ils sont bons pour les entreprises, ils sont bons pour la démocratie et ils sont même bons pour les hommes. Les quotas, c'est un droit octroyé aux femmes pour contrebalancer leur devoir de perfection, leur obligation de résultat, tandis que les hommes, eh bien, ils jouissent encore du droit à l'incompétence. Donc oui, le quota apparaît comme un contre-pouvoir qui vient rétablir un équilibre, qui vient protéger la décision face à ces tentations de l'entre-soi, de l'aventure, de la vision uniforme du monde dont vous nous avez parlé. Les quotas, cela veut dire l'égalité ne suffit pas. Alors Condorcet le dit beaucoup mieux que moi. Il ne peut y avoir ni vraie liberté, ni justice dans une société si l'égalité n'est pas réelle. Alors oui, l'égalité pour les femmes, elle a été pendant trop longtemps un slogan, un cadeau qui ne coûtait pas cher aux hommes. On offrait un mot, égalité. Et Gisèle Halimi nous le rappelle, elle ne cessait d'ironiser sur les réactions des hommes aux revendications des femmes. Puisqu'on vous répète que vous êtes égales, que faire de plus? Rien, rien. En France, la loi Copé-Zimmermann, adoptée en 2011, a contraint les grandes entreprises, vous l'avez rappelé, et les entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI. Donc cette loi les a contraints à compter au moins 40% de femmes dans les conseils d'administration. Eh bien, regardez les résultats. Les objectifs ont même été dépassés, puisque aujourd'hui, ces conseils d'administration comptent 44% de femmes, alors qu'en 2010, avant cette loi, eh bien, elles étaient 20%. Et la France est désormais sur la première place du podium de l'Union européenne. Et ça, ce n'est pas rien. Ah non, ce n'est pas rien. C'est grâce aux quotas. Et ce résultat démontre quoi? Ça démontre que le théorème de Labbé-Lacordaire est toujours d'actualité. Rappelez-vous, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit.
Oui, la loi Copé-Zimmermann a affranchi les femmes dans les grandes entreprises. Elle leur a permis d'assumer la place qui est la leur dans les conseils d'administration. Et c'est la même chose lorsque la parité devient obligatoire. Et j'en veux, oui, pour preuve l'institution que je représente, qui est composée obligatoirement de 50% d'hommes et 50% de femmes. Le résultat est là. Et oui, vous l'avez dit, en 25 ans d'existence du Conseil national des barreaux, je suis la première femme élue présidente. L'aurais-je été si cette parité n'avait pas été instituée par la loi portée par Madame Vallaud-Belkacem? Serais-je aujourd'hui devant vous en train de plaider? M'auriez-vous même invité? La France a fait le choix, tardivement, mais fermement, des quotas pour aller dans le sens d'une égalité réelle pour les femmes. Et notre pays, Madame la Présidente l'a rappelé tout à l'heure, notre pays se situe au 15e rang du Global Gender Gap Index 2020, publié par le Forum économique mondial. Vous le savez, il mesure d'année en année le chemin parcouru par les pays pour réduire ces inégalités. Et le droit français cherche depuis une vingtaine d'années à promouvoir la parité. On l'a eu dans la politique en 2000, dans les conseils d'administration en 2011, dans la fonction publique en 2012. Mais ce cheminement, qu'il est lent, qu'il est long. Oui, c'est lent, oui, c'est long. Et en politique, Gisèle Halimi militait pour les quotas en expliquant qu'il faut une mesure volontariste pour mettre fin à une injustice d'un autre temps, en contradiction tout simplement avec la place prise par les femmes dans le monde d'aujourd'hui. Et l'anachronisme est, en la matière, l'injustice. L'anachronisme perdure dans le monde politique où certains partis, le savez-vous, préfèrent payer des amendes plutôt que de respecter la parité dans les investitures aux élections. Et savez-vous comment on appelle une femme candidate à une élection dans certains partis? Savez-vous? On les appelle une suppléante. Pourtant, il faut entendre Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Il nous explique des choses très intéressantes. Voilà ce qu'il nous dit. Les pays ayant plus d'égalité des sexes ont une meilleure croissance économique. Les entreprises avec plus de femmes leaders se comportent mieux. Les accords de paix qui incluent les femmes sont plus durables. Les parlements avec plus de femmes adoptent davantage de législation sur des questions sociales clés, comme l'éducation, la lutte contre la discrimination, la lutte contre la discrimination, la pension alimentaire pour les enfants. On voit bien les sujets. La preuve est claire, nous dit-il. L'égalité pour les femmes signifie le progrès pour tous. Et je voudrais vous en donner une illustration concrète. Après l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, l'Éthiopie a connu un bouleversement sans précédent qui suscite l'intérêt du monde entier. Je ne vous parlerai pas des accords signés avec l'Érythrée, je ne vous parlerai pas des opposants exilés qui sont revenus, je ne vous parlerai pas de tout ce qui s'est passé au cœur de ce pays. Mais c'est surtout dans le domaine de l'égalité, femmes-hommes, que l'Éthiopie s'est distinguée. Le Premier ministre a institué la parité, oui, la parité au sein de son gouvernement. Il a accordé des ministères régaliens à des femmes, comme le ministère du Commerce, comme le ministère de l'Intérieur, appelé le ministère de la Paix, comme le ministère de la Défense, des ministères régaliens. Et la mise en avant des femmes à des postes de haute responsabilité s'est poursuivie avec la désignation de la présidente de la République, Sahle-Work Zewde, avec la présidente, la première femme présidente de la Cour suprême, avec la présidente de la commission électorale en charge des élections de 2020. Et le Premier ministre, il nous explique qu'il considère que l'émancipation des femmes, elle est facteur de paix et de bonne gestion des affaires publiques.
Et il nous dit que la prospérité d'un pays ne peut évidemment pas se faire sans associer 50% de la population. Je vous parle des femmes. Et cet exemple éthiopien montre quoi? Montre que nous aurons gagné cette bataille culturelle quand les hommes, partout dans le monde, feront des droits de la femme une priorité. Le jour où un homme se battra pour être secrétaire d'État aux droits des femmes, alors oui, nous aurons gagné. Alors les quotas posent une question fondamentale. Dans quelle société voulons-nous vivre? Est-ce que c'est une société qui nous ressemble ou une société qui se reproduit? Moi, je vous le dis, seuls les quotas permettent de bousculer le système pour accélérer la réduction des inégalités. Eux seuls permettent de faire du monde de l'entreprise, du monde politique, un miroir de la société, ce qu'ils doivent être. Regardez les vidéos de l'Assemblée nationale dans les années 80. Costumes gris, noir, bleu. Ces images nous paraissent non pas d'un autre temps, c'est un autre siècle, un autre monde. Pourtant, il a bien fallu une coercition, une loi, des quotas pour que notre Assemblée nationale, qui représente le peuple français, accepte de faire une place à la moitié féminine de ce même peuple. Sans quotas, on ne s'étonnerait même pas que le Conseil de défense qui se prononce aujourd'hui sur les mesures sanitaires liées au Covid-19 ne soit quasiment composé que d'hommes. Sans quotas, nous trouverions normal qu'un hebdomadaire mette en une des personnalités d'avenir exclusivement masculines. Sans quotas, nous vivrions encore dans une bulle déformée, une bulle myope, une bulle rétrécie sur une seule vision du monde. Et nous, les femmes, on se contenterait d'admirer cette bulle du dehors. Alors les quotas, c'est l'éclatement des bulles, c'est l'irruption de la réalité dans la démocratie, c'est la mixité des points de vue, ce sont les regards croisés. C'est une vie qui nous ressemble plutôt qu'une vie qui nous déforme. Mais quel chemin, quel chemin! 1848, le suffrage universel masculin. Cette expression, elle figure encore dans les manuels scolaires. Moi, j'aurais dit suffrage censitaire fondé sur le sexe. Mais bon, passons. 1944, vote des femmes, un siècle après. Et il a fallu attendre la révision de 1999. Il a fallu attendre la loi de 2000 sur la parité pour que les femmes qui avaient le droit de vote depuis 1944 puissent enfin, concrètement, se présenter aux élections et participer à leur juste place à la vie politique. Alors oui, j'insiste, à leur juste place, parce que vous allez m'objecter, Simone Veil, Yvette Roudy, Gisèle Halimi, Françoise Giraud, qui n'ont pas attendu, bien sûr, les quotas pour exister politiquement. Alors oui, on peut invoquer ces symboles, mais derrière ces symboles, il y a la grande masse des femmes qui voulaient agir et qui en ont été empêchées. Ces femmes qui attendaient que les hommes les choisissent pour pouvoir enfin exercer le magistère de la parole publique. Alors les quotas, oui, vous l'avez compris, c'est l'outil qui permet aux femmes de ne pas être réduites au rôle soit d'icône, soit de symbole. Et en banalisant le rôle des femmes, les quotas luttent contre ce sentiment très féminin de ne jamais se sentir suffisamment à la hauteur de la tâche. Alors oui, les quotas sont un instrument, peut-être provisoire, peut-être, permettant simplement de rattraper des centaines et des centaines d'années d'inégalité réelle des femmes face aux hommes.
Alors, les quotas sont et doivent être provisoires, mais au regard de l'histoire du patriarcat, ça peut être un provisoire qui peut durer. Alors voilà pourquoi il faut aller plus loin et il faut tenir bon. Vous le voyez, les quotas ne sont pas une arme mise dans la main des femmes pour prendre façon hold-up le pouvoir. Non, non, il s'agit d'un système complexe qui permet de corriger, dans l'intérêt général, des systèmes de pouvoir qui avaient tendance à se concentrer sur des intérêts particuliers. Et en cela, les quotas sont de véritables accélérateurs de représentativité et donc de démocratie. À l'heure où tous nous pointons la crise de représentativité dans nos sociétés occidentales, il serait simplement irresponsable, tout simplement dangereux de revenir sur les quotas. Winston Churchill disait: la démocratie est un mauvais système, mais le moins mauvais de tous les systèmes. Alors voilà, nos démocraties représentatives doivent faire avec les quotas, car elles ne savent pas faire sans les quotas. Donc, voilà. Je conclus, Madame la Présidente. Si vous condamnez les quotas, vous condamnez les femmes au silence. Vous condamnez la société tout entière à l'intolérance, à la violence, à la souffrance. Alors, il faut voter pour les quotas. C'est l'avenir. Je vous remercie. L'audience est suspendue. Le jury se retire pour délibérer. La décision sera disponible sur le site internet de Marie-Claire ainsi que sur le site internet de Connecting Leaders Club. Merci.